Je suis très heureuse de tous vous retrouver. C'est la dernière séance de notre cycle Art et Histoire du judaïsme. Art, archéologie et judaïsme. Dernière proposition de l'année avant la période estivale. Et puis on se retrouvera à la rentrée pour un nouveau programme qu'on vous communiquera très bientôt. Alors, aujourd'hui, Charlotte Henschel. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Priscilla Fougère, qui est historienne de l'art, chercheuse indépendante, commissaire aussi indépendante, et qui a notamment travaillé sur Charlotte Henschel à l'occasion de la publication de cet ouvrage qui est sorti aux éditions Fage en 2024, au moment de notre accrochage Charlotte Henschel dans Nouvelle Venue, que pour ceux qui n'ont pas encore vu l'accrochage, je vous invite à venir le voir donc au 2e étage des collections. Et Priscilla donc a rédigé cet ouvrage pour l'occasion, qui est le premier ouvrage sur Charlotte depuis son décès, et qui est vraiment un travail qui a nécessité beaucoup de recherches, aussi bien en France qu'en Pologne. Je voulais aussi vous rappeler que Charlotte Henschel est une de ces artistes, on va le voir avec Priscilla, qui était réfugiée dans le Lot pendant la période de la guerre, que c'est justement un des axes de travail et de recherche de Priscilla, qui a été commissaire l'année dernière au musée Henri Martin de Cahors d'une exposition sur les artistes réfugiés dans le Lot. Je pense que tu y reviendras. Et puis peut-être partager avec vous une petite histoire, parce que l'entrée de Charlotte dans les collections, c'est une des belles histoires du musée. Alors qu'est-ce que c'est une belle histoire au musée? C'est une histoire qui commence par une rencontre. Et je voudrais ici évoquer Christine Manessier, la fille de l'artiste Alfred Manessier, qui un jour est venue au Mage nous donner une valise qui avait appartenu à Charlotte Henschel et dans laquelle il y avait ses archives personnelles. Alors Priscilla vous racontera justement quels sont les liens entre Charlotte Henschel et Alfred Manessier. Mais c'est ces archives qui ont été le début d'un enrichissement de la collection. D'abord des archives, sa correspondance, des photographies, dont tu vas sûrement beaucoup montrer d'images. Pas tant que ça ? Pas tant que ça. Donc il faut venir voir l'exposition au 2e étage. Et puis, évidemment, pour nous, avoir des archives sur une artiste, c'est important, mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir des œuvres. Et donc, à l'occasion de cette rentrée d'archives, grâce à la collaboration entre la famille Manessier et la galerie Applicat de Prazan, nous avons pu faire rentrer 2 œuvres en don dans la collection. Donc, je leur en suis infiniment reconnaissante. Voilà. Donc, une histoire qui commence par une valise, qui se termine par une exposition, un livre, une recherche conséquente. Voilà, je crois que le travail du musée, c'est ça, c'est s'inscrire sur un temps long, développer, aller chercher dans les marges des artistes qui sont peu ou méconnus. Et ça, le musée essaye de le faire depuis sa création et son ouverture en 1998. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement montrer des artistes comme Chagall, c'est aussi aller montrer des artistes peu vus ou oubliés, et notamment des artistes femmes. C'est l'histoire du programme Nouvelle Venue, avec Charlotte Henschel, Sonia Stenshapir et Georgette Meyer. C'était avant l'occasion de montrer, de faire découvrir le travail de l'artiste Esther Karp. Voilà, donc c'est un programme qu'on va continuer d'explorer aussi grâce aux dons qui sont faits au musée. Mais en attendant, focus sur Charlotte Henschel. Voilà, retour à Breslau. Priscilla, un énorme merci d'avoir préparé cette conférence et de nous avoir permis de faire cet ouvrage dédié à Charlotte Henschel. Merci beaucoup à toi, Pascal. Merci pour cette invitation. Merci au musée, à Paul Salmona, à l'équipe de l'auditorium, Sophie Andrieux, Joseph Hirsch et la régie. Alors, j'ai voulu commencer par cette image qui est en quelque sorte la mémoire d'un dessin de Charlotte Henschel et qui indirectement nous dit une partie du destin de sa famille. Le dessin original a disparu et ce que vous voyez ici est une reprographie faite à partir d'une photographie du dessin original. Le tirage photographique est monogrammé LH comme Lotte pour Charlotte Henschel. Le 24 avril 1966, quelques mois avant sa mort, dans des circonstances troublantes,
Sa sœur, Catel, lui écrit d'Australie. « Je t'enverrai le dessin de grand-père dès que tu le souhaiteras. » Cette image a été trouvée dans la valise de Charlotte, donc, des décennies plus tard, après un périple qui fut au moins en partie celui de l'exil de sa sœur, vers 1937 avec leur mère de Breslau jusqu'au nord de l'Italie, puis d'Italie en Angleterre et enfin d'Angleterre en Australie. Alors, l'homme représenté est très probablement son grand-père maternel, Hermann Hamburger. Avec ses demi-frères, il a dirigé l'une des principales maisons textiles de Breslau, fondée par leur père, un marchand itinérant venu de Poznanie. Il était aussi très impliqué dans les organismes socio-éducatifs communautaires, comme par exemple l'école industrielle pour jeunes filles israélites. Mais surtout, comme le laisse entendre une lettre de Julie Henschel à sa fille Charlotte, un lien particulier, en relation avec la peinture, existait entre le grand-père et la petite-fille. Donc cette empreinte est à ce jour tout ce qui reste des débuts artistiques de Charlotte Henschel. Alors sur cette vue de Breslau, vous pouvez voir à gauche la rue qui borde les douves, c'est Schweinitzer Stadtgraben. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Wrocław, c'est Podwale. Et c'est dans l'un des appartements de l'immeuble, alors le plus à l'ombre, quand on longe la rue, qu'est née Charlotte Henschel et qu'elle a grandi. Son père, Zygmunt, notaire et avocat, qui porte le titre de Justizrat, a son cabinet de l'autre côté, sur la très chic Schweinitzerstraße, aujourd'hui Świdnicka. À droite, vous avez la colline surmontée d'un belvédère qui a aujourd'hui disparu. Et juste derrière, vous avez la maison, l'ancienne résidence des rois de Prusse, qui est devenue sous la République de Weimar le musée municipal. Si on repasse de l'autre côté, vous avez la silhouette de la nouvelle synagogue, donc qui a été construite en 1872 par l'architecte Edwin Hoppler, et qui était à l'époque donc l'une des plus somptueuses d'Allemagne. Elle a été détruite pendant la nuit de cristal. Et c'était celle qui était utilisée par les libéraux. Alors je vous montre une autre vue de Breslau, un peu moins végétale, qui est sans doute un peu plus tardive, qui doit dater des années 20. Alors ça, c'est l'une des photographies de Charlotte enfant qui nous est parvenue. Et je ne vais donc pas vous en montrer beaucoup d'autres, mais je vous invite à aller les voir dans les vitrines de l'exposition là-haut. Il y a également aussi une petite vidéo qui vous en présente. Donc cette carte est adressée par Charlotte à son frère Bernard, qui a 2 ans de moins qu'elle. Elle lui écrit « Je te crois quand tu dis que c'était merveilleux à Berlin. » Elle lui demande s'il a visité le mausolée, la Galerie nationale, et elle lui parle du télescope qui n'a pas été retrouvé. On les sent très proches. Bernard mourra en 1918, à l'âge de 24 ans, et Zygmunt, leur père, 3 ans plus tard, jour pour jour. Alors vous voyez ici l'école des beaux-arts et arts appliqués de Breslau, qui deviendra Académie royale en 1911. L'école a une longue histoire, très bien étudiée en Allemagne, mais mal connue en France, surtout l'histoire d'avant 1914. On connaît mieux celle de l'après-guerre, notamment à cause de la présence à l'école de professeurs comme Oskar Moll, Otto Müller ou Johannes Molzahn.
D'ailleurs, à propos d'Otto Müller, peut-être que certains d'entre vous ont lu le roman graphique de Luz de Finu, donc qui se passe en très grande partie aux Beaux-Arts de Breslau, où il a enseigné. Voilà, mais ça se passe donc avant et après l'arrivée des nazis au pouvoir. Les trois œuvres d'ailleurs de Molzahn, Moll et Müller se retrouveront dans la première exposition d'art diffamatoire qui est organisée à Breslau en décembre 1933, et puis bien sûr dans l'exposition Art dégénéré de 1937. L'école sera fermée en même temps que le Bauhaus, et d'ailleurs les deux écoles étaient liées, notamment parce que Walter Gropius avait candidaté pour en devenir le directeur en 1916, mais qu'il n'avait pas été pris. Il leur en a pas voulu, puisqu'ils ont continué d'échanger, notamment des expositions. Voilà. Mais donc, bien avant cela, avant la Première Guerre, Charlotte s'inscrit à l'école. École qui accueille des femmes depuis les années 1880, donc bien avant l'école des Beaux-Arts de Paris, où les femmes n'ont pu s'inscrire et passer le concours d'entrée qu'en 1897. Donc sur ce rapport de l'année 1912-1913, on peut voir que l'étudiante en art Charlotte Henschel figure sur la liste des élèves ayant réussi l'examen de professeur de dessin, lequel permet d'enseigner, je cite, dans les écoles primaires et secondaires, les écoles supérieures de jeunes filles et les écoles normales d'institutrices. Voilà, sur le reste de son cursus, on ne sait rien. Le rapport est signé par le directeur, professeur Paul Zig. Donc c'est lui dont le portrait est reproduit ici à gauche. Et en fait, bien après avoir quitté l'école, Charlotte restera en contact avec lui. Et ce fragment de journal qui est reproduit là a été retrouvé dans sa valise, avec d'autres portraits de l'architecte. En arrière-plan de son portrait, vous voyez l'une de ses réalisations les plus célèbres, qui est le Grand Théâtre de Berlin. Donc je vous ai mis une vue un peu plus complète juste à droite, en haut à droite. Donc il l'a rénové en 1919 et c'est évidemment un lieu majeur de la scène culturelle sous la République de Weimar. Alors sa caverne aux stalactites, comme on l'appelait à l'époque, sera largement transformée sous la période nazie et lui vaudra d'être désigné comme d'origine juive, ce qu'a priori il n'était pas. En bas, vous voyez deux projets réalisés à Breslau à l'époque où il dirigeait l'école des Beaux-Arts, donc où Charlotte Henschel s'y trouvait. À gauche, l'immeuble commercial de la Junkerstrasse, qui date de 1911-1913, qui existe toujours. Et à droite, le pavillon conçu pour l'exposition du centenaire de 1913, aujourd'hui Musée national d'art contemporain. En tant que directeur de l'école des Beaux-Arts, poste qu'il a occupé de 1903 à 1916, il a beaucoup fait. Il a poursuivi les réformes engagées par Kuhn, son prédécesseur, de sorte que les élèves, qu'ils soient inscrits en art ou en art appliqué, puissent passer par tous les ateliers. En tant que professeur aussi, parce qu'il n'enseignait pas que l'architecture. Il est aussi à l'origine de l'Union des artistes de Silésie, le Künstlerbund Schlesien, et qui avait pour vocation de promouvoir les artistes contemporains, qu'ils soient professeurs ou élèves de l'école, dans la province et surtout à l'extérieur de la province, donc le plus largement possible. Il existe Charlotte aurait participé à au moins une des expositions en 1924.
Alors, un autre professeur avec lequel elle est restée en contact est le professeur de dessin Karl Hanusch. Donc, à droite, je vous ai mis cette caricature publiée dans un journal étudiant, car elle date précisément de l'époque où Charlotte y était, vers 1909-1911. Donc, on voit Hanusch debout devant une classe mixte et très décontractée. On voit les bas noirs en bas à droite, ce qui était quand même tout ce qu'il y a de plus transgressif à l'époque. Et puis sur le chevalet du professeur, un cube. Alors, est-ce qu'il était en train de faire un cours de perspective géométrique, ou bien est-ce qu'il les introduisait déjà au cubisme? Si le journal date de 1911, c'est une possibilité. On sait par ailleurs qu'il montrait à ses élèves des œuvres de peintres de Die Brücke et du Blaureiter, mais aussi de Van Gogh, Cézanne et Matisse. Donc à gauche, une eau-forte de Hanusch qui date de 1919 et qui n'a pas grand-chose à voir avec les artistes que je viens de citer, et puis ni les visions fantastiques d'un Paul Zig. Alors, en haut à gauche, vous avez la villa dans laquelle a emménagé la famille Henschel vers 1914. Donc, c'est la troisième en partant de la gauche, qui est un petit peu cachée derrière le premier buisson. À droite de la carte, c'est le parc sud, dans le nouveau quartier de Kleinburg, aujourd'hui Borek. Si on devait oser une comparaison, ça serait un peu le parc Monceau, donc ils n'ont pas comme voisin les Camondo, mais Max Zilberberg, qui était un grand collectionneur des impressionnistes. Mais Charlotte s'extrait de tout ce milieu pour partir à Berlin, peut-être même sans le soutien de ses parents. C'est en tout cas ce qu'on peut imaginer en lisant 2 lettres écrites par son ami Rolf. Il lui écrit d'Ascona le 18 novembre 1921. « Et toi, mon amour, tu es encore une fois sans toi. Toi, Théoïté. Cela me peine beaucoup, qu'à nouveau commence perte de temps et d'énergie. Mais comment pourrais-je t'aider ?» Et un petit peu plus loin, « Tu vois toi-même ce que signifie la lutte des classes, le prolétariat qui flotte dans l'air comme un oiseau, exposé à l'absence d'apportement et de travail. » Alors, je ne sais pas très bien comment interpréter cette dernière phrase. Est-ce qu'elle lui parlait de la lutte des classes et que lui s'en moquait, vu son milieu d'origine? Je ne sais pas. Et dans une autre lettre, le 24 mai 1922, « Sois sage et accepte provisoirement 500 à 1000 marks par mois de moi pour t'acheter de bons matériaux, que tu puisses travailler intensivement. Sinon, tout ce que tu portes en toi s'envolera et se déchirera. » Malheureusement, on ne connaît aucune œuvre de l'époque de Berlin. Et on ne sait pas non plus dans quelles circonstances la famille a dû quitter cette maison et probablement abandonner une grande partie de ce qui s'y trouvait. Dans la province prussienne, la loi sur la confiscation des biens ennemis du peuple et de l'État du 14 juillet 1933 concernait certains juifs allemands et tous les exilés qui étaient considérés comme des ennemis de l'État. Donc en mai 1924, Charlotte s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin-Charlottenburg dans la classe de spécialisation et l'atelier du peintre Karl Hofer, dont vous voyez un tableau à l'écran. Je l'ai pris dans l'exposition, j'ai pris la photo dans l'exposition Art dégénéré qui se tient en ce moment au musée Picasso. 10 œuvres de Hofer, dont celle-ci, étaient présentées lors de l'exposition Entartete Kunst de 1937. Donc Ami, au pluriel, est datée de 23-24, donc juste au moment où Henschel entre dans son atelier et où elle restera jusqu'en 1926. Alors les archives de Henschel sont certes très fragmentaires, mais nulle part elle ne mentionne Karl Hofer.
Donc on ne sait pas du tout ce qui l'a conduit à s'inscrire aux Beaux-Arts de Berlin, 10 ans après ses études à Breslau. L'œuvre de Hofer, sûrement, en partie du moins, sa célébrité a certainement joué, mais j'aurais tendance à penser qu'elle recherchait aussi un lieu de création partagée et la vivacité du collectif de l'atelier. Alors, grâce à Margarethe Zimmermann et Valeria Dorobova, nous savons depuis peu que le foulard porté par Charlotte sur la photographie au centre est un foulard de Sonia Delaunay, tissu numéro 43 de 1924. Alors, ne le connaissant pas, j'en ai mis un autre qui est à peu près contemporain, celui que vous voyez à droite. Sonia Delaunay était connue en Allemagne comme artiste depuis 1913, date à laquelle elle commence à exposer chez Der Sturm, chez Walden. Et dans les années 20, sa mode simultanée est largement publiée dans les magazines allemands. Mais il ne devait pas être si facile de se procurer ces vêtements et accessoires, et qui étaient de fait réservés à une certaine élite. À gauche, j'ai mis une photographie de Charlotte, quelques années avant sa coupe à la garçonne, et qui témoigne quand même un peu déjà de son intérêt pour le vêtement. Rappelons qu'elle venait d'une école qui réunissait toutes les formes d'art et encourageait le décloisonnement. À l'époque de sa coupe garçonne, donc vers 1925, qui est aussi l'année de la parution de Mein Kampf, Charlotte quitte définitivement Berlin pour Paris. Elle arrive avec son compagnon, Nicolas Wacker, russe d'origine, qu'elle a rencontré dans l'atelier de Karl Hofer. Donc ils exposent ensemble au Salon d'automne à partir de 27, et en 28, s'inscrivent à l'Académie Ranson, donc l'une des académies libres de Montparnasse, dans l'atelier de peinture de Roger Bissière. Et dès 29, ils passent régulièrement leurs vacances chez Bissière dans le Lot. À l'Académie, ils vont travailler pendant 10 ans jusqu'à la guerre. Les élèves viennent de partout, en France, d'Europe, mais aussi d'Amérique, de Russie et même du Japon. À gauche, vous avez une photographie donc, de l'Académie rue Joseph Barra. C'est une photographie de Marc Vaux. Donc, je ne sais pas de quand elle date, mais forcément, après 1920, les bâtiments ne payent pas de mine. Et surtout, il n'y a pas de trace du petit jardin qui était devant. Donc, je ne sais pas du tout de quand elle peut dater. L'Académie a été fondée en 1908 par Paul Ranson et d'autres nabis, Sérusier, Maurice Denis, Bonnard, et est à l'époque dirigée par France Ranson. C'est la sculptrice Ariadne von Tschudi-Cérezol qui lui succédera en 1932. La photographie de droite provient d'un prospectus de l'Académie, mais qui date forcément d'après 1934, puisqu'il est mentionné l'atelier fresque créé par Bissière, justement en 1934, qui fera venir à l'Académie justement Alfred Manessier et Jean Le Moal. Donc enfin une œuvre de Charlotte, de l'entre-deux-guerres. Je vais vous en montrer plusieurs donc, qui témoignent de ses recherches à cette époque. Le corpus est extrêmement mince. Alors, je vous montre des œuvres comme celle-ci que je n'ai parfois pas vues. Ici, c'est une huile sur panneau qui mesure 46 par 38 cm, dont le titre est perdu. Alors, seuls quelques éléments sont parfaitement lisibles. Le visage, aux yeux immenses, le stylo ou le pinceau tenu par une main, tandis que l'autre repose à l'horizontale sous ce qui pourrait être les feuilles d'un livre ouvert. Elle mélange les arêtes vives et les courbes. Et l'harmonie des couleurs, dégradées à plusieurs endroits,
font penser à certaines peintures des artistes du Blaureiter, justement, comme Kandinsky ou Marc, par exemple. Alors Henschel, travaillant souvent par série de 2 ou 3 tableaux, voici des dessins qui ne correspondent pas forcément à cette œuvre. Hein, parce que j'ai l'impression que sur la peinture, il s'agit plutôt d'une figure féminine. On peut voir, je ne peux pas vous le montrer, mais à gauche, un sein et puis la chevelure mi-longue. Les dessins sont cependant suffisamment proches pour permettre de voir le processus de construction à l'œuvre, de l'observation du réel à la transformation conceptuelle sur la toile. J'attire votre attention sur les yeux aussi. Un œil ouvert, un œil fermé. Alors, K-U-B, 3 lettres inscrites en rouge, en bas sur la droite. Et Kub, très probablement pour Kubismus. Cubisme, donc en allemand. La citation d'œuvres cubistes des années 1910 me semble évidente. On pense par exemple à la fameuse Nature morte à la chaise cannée de Picasso, datée de 1912, dans laquelle sont inscrites les 3 lettres J-O-U pour journal. Cette œuvre de Picasso est d'ailleurs considérée comme son premier collage, voire le premier collage de l'histoire de l'art. Le collage est une technique que Henschel s'appropriera plus tard. Le chromatisme, lui aussi, est très proche des premiers cubistes, les ocres et les gris colorés. On est donc très loin de la palette de la peinture précédente. Je ne l'ai pas précisé, mais la technique et les dimensions sont identiques. Donc c'est une huile sur panneau qui fait 38 par 46. Pour le reste, difficile de dire s'il s'agit d'observation, de décomposition de formes existantes ou de conception, de rapport entre volumes géométriques, de valeurs, d'effets. L'œuvre rejoindra la collection de José Pierre, donc, qui est un auteur, critique d'art et historien de l'art, qui fut même un temps membre des surréalistes, et qui lui écrit dans les années 60. Donc cette phrase que j'ai mise, « Je songe à votre période, entre guillemets, cubiste, dont je n'ai rien ». Les guillemets interrogent. Ou peut-être veut-il simplement dire que son expérimentation du cubisme ne peut pas en être, la période étant historiquement close. En tout cas, ça ne devait rien avoir de péjoratif puisque l'œuvre est entrée dans sa collection. Femme et enfant est une huile sur toile qui mesure 65 par 53 cm. Le changement dans l'utilisation des couleurs est assez net. Elle tend vers le contraste des couleurs primaires, ce qui est la marque de beaucoup d'artistes à l'Académie Ranson à cette époque. La femme, surtout, est bleue. Une maternité et le bleu marial. Il y a quelque chose aussi de picassien dans le visage de la femme, mais rien de précis. À une date indéterminée, Henschel a d'ailleurs copié La femme au pigeon de Picasso, qui est un grand carton de tapisserie daté 1930. Alors voici quelques dessins qui montrent donc la construction du sujet, du modèle, jusqu'au choix des couleurs. Sur le dessin de droite, je ne sais pas si vous voyez les inscriptions, et ce sont des noms de couleurs et de termes relatifs aux valeurs. Le modèle adulte était une amie de l'Académie Ranson, Guylaine Perrier, qui avait cessé la peinture après son mariage. Et le petit modèle est donc l'un de ses 5 enfants, celui né en 1936. Je vous la remontre.
Anima, c'est le titre de cette peinture. Donc c'est une huile sur toile datée 1938 qui mesure 92 par 60 et qui est conservée au musée Henri Martin à Cahors. Alors, selon moi, cette peinture marque un premier aboutissement de ces explorations d'avant-guerre que j'appellerais agencement volontaire de vision selon une formule que je crois être d'Odilon Redon. Mais je n'ai pas eu le temps de retrouver la source. À distinguer donc des visions involontaires recherchées par les surréalistes. Dans agencement volontaire de vision, vision serait à entendre à la fois dans le sens de rêve, de vision subie, et dans le sens de représentation mentale d'une réalité, vision voulue. Je pense que l'on retrouve cela en partie chez Jung, mais je ne m'avancerai pas. Le titre, en revanche, ne peut pas ne pas faire référence à la pensée jungienne. L'archétype anima, je cite, est cette figure de femme qui joue un grand rôle dans les rêves des êtres masculins. Donc 1938, qui est la date de cette œuvre, c'est aussi la date de l'Anschluss, donc célébrée par cette carte postale à gauche. L'association ne me semble pas complètement incongrue. Je pense qu'on voit bien la ligne de séparation sur le tirage photographique noir et blanc entre l'obscurité et la clarté, et l'avancée de la surface noire que matérialise la diagonale. Alors, Anima est présenté ici aux côtés du dernier cheval d'Alfred Manessier, dont l'étude reproduite à côté s'intitule « Abba Hitler ». Alors, nous savons que le dernier cheval a été exposé lors de la première exposition témoignage à Paris. Et on peut imaginer qu'Anima l'était aussi. Je ne vais pas trop parler de témoignage ici, qui était un groupe pour les uns et un simple regroupement pour les autres, en tout cas pour la période qui précède la guerre. Car il est certain qu'Henschel ne faisait pas partie du groupe des Lyonnais, qu'elle n'a participé à aucun des numéros de la revue Le Poids du Monde repose sur les sensibles, mais néanmoins, elle était présente lors de l'exposition fondatrice au Salon d'automne de 1936 à Lyon, à l'instigation d'Étienne Martin. En tout cas, sa présence était à l'instigation d'Étienne Martin, mais l'exposition elle-même était organisée sous la houlette de Marcel Michaud, qui est un personnage fascinant. Elle a ensuite participé aux 2 expositions parisiennes de 38 et 39 dans la galerie Matière et Forme de René Breteau, mais voilà, en ce qui concerne témoignage, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à en dire, en tout cas en ce qui concerne Charlotte Henschel, bien sûr. En dehors des expositions que je viens de mentionner, Henschel expose au 1er et 2e Salon des jeunes artistes, à nouveau chez René Breteau, mais cette fois uniquement dans une exposition de peinture avec Reichel, Bissière, Manessier, etc. Elle concourt pour le prix Paul Guillaume chez Bernheim Jeune, continue d'exposer dans la galerie de l'Académie Ranson, etc. Je vous ai mis quelques coupures de presse de l'époque, de cette époque, donc des années plutôt 35-39, qui montrent l'intérêt de la critique. En septembre 39, donc tout s'arrête. Elle est à ce moment-là chez Bissière dans le Lot, quand la guerre est déclarée. En tant qu'Allemande, elle est d'abord assignée à résidence à Marmignac. Donc la vie s'organise, elle garde les brebis, à moins que ce ne soit les brebis qui la gardent, selon un bon mot de Bissière. Et en mai 40, c'est au tour des Allemandes d'être internée. Donc elle se retrouve dans un couvent à Cahors, où, avec d'autres ressortissantes allemandes ou autrichiennes, elle cuisine avec les sœurs pour les milliers de réfugiés qui affluent au moment de l'exode.
on peut quand même s'interroger comment un couvent en activité s'est retrouvé lieu d'internement administratif. La suite est assez floue et les archives pas toujours concordantes. Toujours est-il qu'à un moment, sans doute après la promulgation de la loi autorisant les préfets à prononcer l'internement administratif des Juifs début octobre 40, elle se retrouve à nouveau internée. La mention Gurs suit son nom dans 2 listes d'étrangers du camp de triage depuis l'évêque. Plusieurs témoignages, d'après la guerre, indiquent que c'est Bissière qui serait parvenu à l'en faire sortir. Avant la fin de l'année 40, elle est de retour à Marmignac et au bout de quelques semaines, elle s'installe dans cette petite maison que vous voyez à l'écran, d'une pièce unique qu'a mis à sa disposition le peintre Rilski. Elle y restera 20 ans. Sur les artistes réfugiés à Marmignac pendant la guerre, donc Bissière, Henschel, Léon, Lévineau, Manessier, Rilski et Vaquer, je renvoie au livret de l'exposition que Pascal a eu la gentillesse d'évoquer, donc qui s'intitulait Rendez-vous dans le Lot et qui s'est tenu l'année dernière au musée Henri Martin. Alors, grâce à Vera Pagava et François Stali, qui lui envoient du matériel, elle reprend la peinture en 1943. Mais seulement quand la lumière et la température le permettent, parce qu'elle peint dans une grange. Composition, c'est le titre de l'œuvre que vous voyez ici, est une petite huile sur toile qui mesure 41 par 33 cm et que vous pouvez voir en ce moment dans les salles du musée. Mais elle est exposée également avec le dessin, mais je tenais quand même à vous les remontrer. Parce que sur le dessin, le corps, qui se compose d'un œil, cheveux, seins, mains, est comme affamé et cherche sa subsistance dans une assiette ne contenant que quelques miettes. Alors que sur la peinture, l'assiette est dissimulée sous un chapeau. Elle a littéralement caché la misère et même agrémenté le tout de quelques fleurs et fruits. Mais la créature est toujours là, surplombée par le regardeur, ce qu'accentue le sentiment d'étroitesse, d'enfermement, le sentiment d'assujettissement. Donc celle-ci est du même format, 41 par 33, et fait partie de la vingtaine de peintures peintes par Henschel entre 43 et 46, qu'elle exposera en 47 à la Galerie de Berry. Ce sera alors sa première exposition personnelle de l'après-guerre. Le corps est certes encore en vie, mais il est sans tête, sans SANS ou sans SANG. Sur la paupière fermée de la tête-œil, ce n'est pas du fard bleu, mais plutôt des larmes qui s'écoulent ou qui proviennent du canal à la droite de la chaise. Je vous la montre à côté d'une autre peinture un peu plus grande et du dessin que vous pourrez aussi voir là-haut. Pas les peintures, mais le dessin. Sur le dessin et sur la peinture du milieu, la tête-œil est comme énucléée, ce qui est presque aussi violent que cette décapitation, que cette décollation. Non seulement le corps est brisé, mais en plus, l'organe de la vision n'est plus. Alors, plus anecdotique, le chat endormi représenté sur le dessin n'a pas été repris dans les tableaux. On connaît pourtant son importance pour Henschel. Il y a dans le fonds d'archives du musée toute une cote chat qui est constituée de dessins, de photographies, de studios. Et par ailleurs, les occurrences sont très nombreuses dans son carnet de rêves. Un stigmate,
au singulier, est une huile sur toile qui mesure 55 par 46 cm. C'est la première œuvre de Charlotte Henschel à entrer dans les collections publiques. L'État en fait l'acquisition lors de l'exposition de 1947, donc toujours à la Galerie de Berry. Plus énigmatique, l'œuvre est elle aussi chargée de souffrance et de passion, me semble-t-il. Passion avec un P majuscule. Parce que le sang qui s'écoule à travers la plaie de la main est le sang de l'agneau sacrifié, que vous voyez plus haut. Voilà, donc la référence à la passion christique, à l'Agnus Dei, me semble évidente. Car parmi les livres que Charlotte avait demandé qu'on lui envoie en septembre 1939, il y avait Nietzsche, Tolstoï, Dostoïevski, mais aussi les 2 volumes de la Bible, le Nouveau Testament et les Apocryphes. Alors, je ne pense pas du tout que c'était une question de croyance, plutôt, enfin, c'était, pour moi, elle en avait une approche uniquement littéraire et philosophique. Mais par contre, on peut se poser la question pour sa mère et sa sœur, dont certaines lettres pourraient suggérer que peut-être elle se serait convertie sur le tard au catholicisme. Quand elle peint Stigmate vers la fin de la guerre, ou juste après, elle vit aussi depuis 6 ans dans une campagne catholique et a été internée dans un couvent. Sur le même thème, une autre huile sur toile, on en connaît 3, de même dimension. Comme dans la peinture précédente, l'œil dans la partie basse, l'œil qui nous regarde, saigne. Est-ce le signe d'une réalité visible insoutenable, d'une impossibilité à voir, ce qui rejoindrait l'œil qui n'est plus l'œil énucléé? Il me semble en tout cas que la question de la représentation de la souffrance nous est posée. Dans ces 2 peintures, l'espace intérieur, confiné, a fait place à l'espace cosmique, à la nuit universelle. Alors vous avez dans les vitrines de l'exposition là-haut sa carte d'identité d'étranger non travailleur qui date de 1943 et qui est tamponnée juif. Et ici, je vous montre sa carte délivrée en janvier 1947, soit quelques jours avant le vernissage de son exposition, sur lequel il est inscrit « Indigente » en haut à gauche. Et pour une raison que j'ignore, au niveau de profession, la mention artiste a été biffée et remplacée par sans, SNS. C'était peut-être pour lui permettre de toucher une allocation de secours. Je l'ignore. En septembre de la même année 1947, elle demande sa naturalisation. Voici la requête qui figure dans son dossier. J'exerce la profession d'artiste peintre. Je suis en France depuis 1926 et j'y ai fait mes études. Depuis cette date, j'ai habité Paris sans interruption. Au début de la guerre, je me trouvais dans la commune de Marmignac, où je continue d'avoir mon domicile, n'ayant pu rentrer à Paris à cause de l'impossibilité de m'y loger. Depuis mon arrivée en France en 1926, je n'ai gardé aucun contact avec l'Allemagne, ma famille ayant été exilée par le régime hitlérien, dont, étant israélite, elle a dû fuir les persécutions et les représailles. Je suis très attachée à la France, désire continuer à y habiter et voudrais acquérir la nationalité française. Alors la nationalité française lui sera accordée en 1948, mais non sans réserve, puisque c'est une femme célibataire, sans enfant, qui n'est plus en âge de procréer et que ses ressources sont insuffisantes. Mais en tant qu'artiste, elle est reconnue et c'est ce qui l'emportera. Donc on retourne dans la nuit avec ce tableau cercueil. Tableau cercueil est une désignation qui apparaît dans une liste autographe de Henschel.
On en connaît un autre, c'est celui qui est entré dans les collections du musée et que vous pouvez voir actuellement exposé. On est au début des années 50. L'État a acquis une seconde peinture de Henschel au Salon des Surindépendants. Une grande composition abstraite, une espèce de spirale sidérale, rouge, noire et blanche. Et comme ici, la peinture et les couleurs sont plus diluées. Il n'y a plus d'empattement. C'est presque aussi lisse qu'une stèle. Alors, cette forme féminine un peu féline figure sur le carton de son exposition à Lyon chez Marcel Michaud en 1954. Dans sa pratique, le dessin a acquis une autonomie qu'il ne semblait pas avoir avant. Elle dessine à l'encre et plus tard également au feutre. Aucun repentir n'est possible. La ligne ondule et tremble, mais c'est tout à fait volontaire. Volontaire est d'autant plus visible ici, sur ce dessin. On voit que le corps tressaille, tandis que la ligne onduleuse plus épaisse, la ligne des cheveux ou d'un ruban, est parfaitement assurée. Son intérêt pour la danse se retrouve dans de nombreuses œuvres des années 50 aux années 70. Donc, je vous montre cette photographie. Donc Charlotte est la deuxième en partant de la gauche. J'ai aucune idée du type de costume porté par les enfants, mais on les sent prêts à danser avec leur tambourin. Le cahier à droite, donc, qui date d'une soixantaine d'années plus tard, est l'un donc des cahiers conservés dans le fonds Henschel. Ce sont des notes de lecture, d'émissions de radio ou de pensée, plus un carnet consacré aux rêves. Et dans cette page consacrée à la danse, elle écrit « La danse est le symbole de l'acte de vivre. » Et plus bas, à 2 reprises, « Danse, racine de toute culture, contre tout dualisme, qui est le pire de toute civilisation. » Dans les 2 cas, j'y vois une référence à Nietzsche, mais qu'elle transcrit à sa manière, et c'est ce qui nous importe ici. Alors ça, c'est un tout petit format qui mesure 30 cm par 20 à peu près. Et la gestuelle est très expressive, très libre. Comme la touche, comme le mouvement, on sent presque la rapidité d'exécution. Une autre danseuse, alors là pour le coup c'est un très grand format qui fait 130 par 97 et qui se trouve dans les collections du musée Henri Martin. Donc on retrouve en noir la ligne du dessin, le corps en mouvement. Henschel n'a pas de galerie attitrée. Dans les années 50, elle expose dans la galerie Craven, chez Marcel Michaud, donc à Lyon, on l'a évoqué, et puis à la galerie Laroux. Et de ce fait, ou à cause de cela, elle n'est contrainte à aucun style. Et donc, on sent qu'elle explore avec une très grande liberté. Toujours dans les années 50, donc ce très grand format, enfin pour Henschel, 81 par 116, qui est également conservé au musée Henri Martin. On dirait presque de l'action painting.
Celle-ci s'intitule Sous-bois et est datée 55, mesure 46 par 55. Elle était dans la collection de Jacques Lassaigne et a reparu très récemment. Alors, j'ai rien dit de Jacques Lassaigne jusque-là, qui était plutôt de la génération d'Alfred Manessier, donc qui avait presque 20 ans d'écart avec Charlotte. Il était journaliste au départ, puis plus particulièrement critique d'art, et puis il a terminé sa carrière comme directeur du musée d'art moderne de la ville de Paris dans les années 70. Il a été très important pour les artistes pour certains artistes de l'Académie Ranson, dont Henschel. Il a par ailleurs été marié plusieurs fois. Je vous dis ça juste parce que Charlotte a été liée à au moins, a été très liée avec 2 de ses femmes, dont en particulier Assia Lassaigne, qui aujourd'hui a été oubliée, mais c'était une auteure de théâtre et de poésie très intéressante. Elle est morte prématurément en 50, et c'est Chagall d'ailleurs qui avait réalisé sa plaque funéraire. Et le premier tableau de si jamais c'est bien une femme qui écrit, m'y avait fait penser. Alors je vous montre 2 photographies du lot. À gauche, Charlotte est sans tête, mais avec chat, dans l'atelier qu'elle a aménagé dans la grange de Rilski. Et à droite, elle est assise sur un pas de porte dans le village de Marmignac. À la fin des années 50, avec les indemnités d'Allemagne allouées aux victimes des persécutions nazies qui en font la démarche, et qu'elle-même demande au titre de, je cite, « tort dans l'avancement professionnel », elle achète une maison de village, toujours dans le hameau de Marmignac, dans un des hameaux de Marmignac. Alors désolée, les images sont très mauvaises, mais c'est une capture d'un sujet de l'ORTF de 67. C'est un sujet très court qui dure à peine quelques secondes, enfin 30 secondes. On la voit dans l'atelier de Paris, qui est un atelier que Manessier a acheté vers 1955 et qu'il a mis à sa disposition. Ce qui lui donne enfin la possibilité de venir quand elle veut à Paris et surtout de pouvoir peindre pendant l'hiver, ce qu'elle ne peut pas faire dans la grange du Lot. Donc on voit l'extérieur de l'atelier et Henschel de dos qui fait semblant de peindre, plus quelques gros plans de ses peintures que je ne vous ai pas mis. Mais il n'y a ni vue de l'atelier de l'intérieur, ni portrait d'elle. Alors, au début des années 60, son travail connaît un nouveau tournant et un changement de technique. Elle utilise le collage comme un enrichissement de la palette. Je la cite, mais en fait, la formule est d'Aragon. Et elle se met à utiliser une nouvelle peinture vinylique, la flash, dont les couleurs sont particulièrement intenses. Mais elle n'abandonne pas pour autant l'huile. Au sujet des collages, dans un cahier, elle note « En coupant, en taillant les formes, la passion de destruction et de création est la même. » Donc ici, vous avez une œuvre intitulée « Nuit » qui date de 1963. C'est un très grand format, 146 par 114. Il a été montré par Maurice Allemand dans l'exposition 50 ans de collage qui a eu lieu au musée de Saint-Étienne et ensuite à Paris, au musée des Arts décoratifs. À cette occasion, l'État lui achète une 3e œuvre. Donc, après les tableaux des années 50, dans lesquels la couleur a explosé et qui étaient peut-être plus impersonnels, plus léger, peut-être par nécessité,
Elle retourne à la profondeur de la nuit. Voici un autre collage de la même époque qui mesure 100 par 73, dont le titre est soit Musique de nuit, soit Médée. Je n'ai pas pu le déterminer. L'œuvre a été montrée en 1967 dans une grande exposition à Munich, Collage 67, dont l'une des commissaires était Hertha Wäscher, critique et historienne de l'art allemande, réfugiée à Paris en 1933 et qui a été l'une des fondatrices au début des années 50 de la revue Simèse. Alors la scénographie de l'exposition Nouvelle Venue met très très bien en valeur le graphisme des poèmes de Charlotte que vous voyez là. Elle écrit en allemand, sa langue maternelle donc, mais elle la transforme au moyen de néologismes. Dans l'un de ses cahiers encore, elle note « Il n'y a pas de mots, il n'y a que des syllabes et des rythmes ». Alors le nom de Valéry, de Paul Valéry est accolé à la phrase, mais comme souvent, je pense qu'elle ne le cite pas, elle reformule. Au théoricien de la littérature Hugo Friedrich, elle écrit que ses poèmes sont une branche collatérale de sa peinture. Vous pourrez retrouver la traduction du poème qui est à l'écran, une traduction par Vera Gandelman-Terekhov dans le petit livre que montrait Pascal. Le titre de cette œuvre est perdu. Elle mesure 100 par 81 et fait partie du Leggenshell du musée Henri Martin. Je vous montre cette vue de l'accrochage à Cahors, parce que comme ça, vous pouvez voir le relief de la peinture. Donc c'est celle qui est à gauche. Il y a une corde, un ruban de plastique, des matériaux granuleux dans la partie supérieure et toujours des papiers et des cartons collés. On retrouve d'ailleurs plus ou moins les mêmes matériaux dans la grande crucifixion qui est là-haut dans les salles. Je la remontre. Dans son répertoire de signes, il y a depuis le début l'œil ouvert, l'œil fermé et le corps de la femme, seins, sexe, cheveux, plus ou moins montrés. Dans Femme et enfant, par exemple, que je vous montrais au début. Et qui date de l'époque où les œuvres d'artistes femmes, jugées bonnes, étaient qualifiées de viriles. Voilà, je terminerai sur ce dessin. Je vous remercie. Peut-être y a-t-il des questions à poser à Priscilla pour compléter Oui. Bonjour. Non, c'est pas une question. C'est d'abord merci Priscilla pour cette présentation passionnante. C'est vrai que comme moi j'étais du côté des archives et que je connais bien le fond qu'on a ici, mais j'avais pas vu toutes les œuvres que tu montres et voilà, c'était passionnant ce voyage dans l'œuvre. Mais j'aurais voulu que tu reviennes sur justement son rapport avec la famille Manessier, qui est le lien grâce auquel Charlotte est arrivée ici et qui me semble, enfin, qui transparaît un peu dans la correspondance pour ce que j'en sais et qui me paraît important pour la manière dont elle a survécu à la guerre. Donc peut-être elle s'est créée une famille d'adoption, enfin jusqu'au point que voilà, les Manessier
ont été ceux par qui ces archives ont été transmises et sa mémoire perpétuée. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots sur... Oui, bien sûr. Je l'ai évoqué un tout petit peu. Ils se sont donc rencontrés à l'Académie Ranson en 1934, quand Manessier s'y inscrit, mais il reste que quelques mois en fait. Mais ils vont rester effectivement très liés. Elle sera évidemment très liée à Thérèse, la femme d'Alfred également, et plus tard aux enfants. Alors, en fait... Ça a l'air bon. Donc, j'ai un peu perdu le fil du coup. Oui, donc ils sont pendant la guerre en fait. Manessier se réfugie dans le Lot chez Bissière à partir de la fin du mois de juillet. Le premier enfant des Manessiers naît à Cahors. Ils y restent donc jusqu'en mai 41 à peu près, époque à laquelle Manessier rentre à Paris pour participer à l'exposition 20 jeunes peintres de tradition française. Ils resteront ensuite, quand Charlotte rentre à Paris après la guerre, enfin souhaite retourner à Paris, elle est logée par tout un tas d'amis, dont les Manessiers. Et c'est sûr que l'achat de l'atelier au milieu des années 50, au moment de la réussite matérielle vraiment d'Alfred Manessier, qui peut se permettre cet achat et de le mettre à disposition de Charlotte Henschel jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est comme ça, effectivement, que les archives sont arrivées au musée, parce que Christine Manessier a pu la récupérer au moment de l'inventaire après décès dans cet atelier même. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Alors, je vais me permettre de t'interroger. Tu nous as mentionné effectivement qu'elle est née à Breslau. Peut-être que ça serait important de souligner que Breslau ne restera pas allemande. Oui, bien sûr. Et que Breslau devient polonaise. Oui. Bon, j'ai pas effectivement parlé de la grande histoire. Donc... Breslau, alors déjà, la communauté juive de Breslau était quand même assez importante. Elle s'exile pour moitié, je crois, avant 1939. Je crois que c'est à peu près la moitié de la communauté qui part. Évidemment, celle qui reste sera exterminée. Mais aussi, donc au lendemain de la guerre, Breslau devient polonaise. Alors il y avait déjà une partie de la Silésie qui avait été attribuée à la Pologne à l'issue de la Première Guerre, mais là c'est la totalité. Et donc la population allemande de Breslau doit partir. Je crois que... Je ne sais plus exactement les chiffres en tête, mais de toutes les anciennes provinces allemandes attribuées à la Pologne et aux autres pays, c'est 12 millions aussi de personnes qui quittent, qui doivent partir. Voilà. Donc, ça en dit beaucoup aussi sur le devenir des œuvres, des archives, de l'histoire des personnes qui vivaient à Breslau avant la guerre. Alors justement, puisque tu évoques cette rupture historique, mais aussi rupture dans la vie de Charlotte Henschel, tu mentionnes qu'il reste très peu d'œuvres, voire pas d'œuvres antérieures à la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que tu arrives à expliquer justement cette absence, ou en tout cas quelles sont tes différentes hypothèses ? Alors, c'est pas avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est plutôt avant son arrivée à Paris. Non, enfin, je ne saurais pas dire. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas eu d'œuvre d'elle dans
dans la grande villa que je vous ai montrée de Landsbergstrasse, là, sur la carte postale. Ça me paraît invraisemblable. Il y avait forcément des œuvres de jeunesse, et puis même jusqu'à son départ à Paris, 1926, il devait forcément y avoir... Après qu'elle n'en ait pas amené avec elle à Paris, c'est tout à fait possible. Elle a fait des allers-retours à Breslau après sa venue à Paris pour aller voir sa famille. Mais je pense que tout a été... Enfin, je n'en sais rien, mais je pense que tout a dû être abandonné sur place au moment de l'exil de sa mère et de sa sœur, puisque c'était les deux seules personnes qui restaient de sa famille proche. D'autres questions ? Merci beaucoup, Priscilla. Tu as fait un travail absolument, j'aurais souligné, absolument remarquable, parce qu'effectivement, il restait très peu d'éléments, de connaissances sur Charlotte Henschel. Et la recherche que tu as réalisée est absolument prodigieuse. Vraiment un grand merci pour tout ce travail, ta publication. Et puis ça s'affiche à l'écran. Trois étudiantes de Paris 8, dans le cadre de leur Master 2, ont réalisé un podcast en 3 épisodes où vous retrouvez justement Priscilla qui est interrogée sur le parcours artistique de Charlotte Henschel, ses liens avec Breslau, ses liens aussi avec la langue allemande et cette position si particulière d'avoir été à la fois une femme artiste mais aussi une femme juive, traverser cette période de l'histoire. Je laisse à l'entrée des cartes postales où justement vous retrouvez le QR code qui vous permet de télécharger ces podcasts. Merci et bonne journée.